Président, merci. Madame, cher lauréat, chers collègues, mesdames, messieurs, et comme il vient d'être dit, Guido Alpa n'est pas là, mais à vrai dire, il est très présent dans cette université parce qu'il constituait l'un des maillons de la chaîne qui nous unit à la Sapienza à Rome. Il avait en réalité 3 foyers. Les racines étaient à Gênes, et elles le sont. Et les 2 autres universités sont la Sapienza et ici, où il était chez lui. Il était un des acteurs du double diplôme qui a été évoqué tout à l'heure par notre collègue, Madame Moscati, et il tenait à venir faire cours parce que, disait-il, sa mission première était la transmission aux étudiants. La gloire qui était la sienne aurait pu l'éloigner du public étudiant. C'est exactement le contraire qui se passait. Chaque fois qu'il le pouvait, il lui fallait le contact avec ses étudiants. Il intervenait 1 fois par an. Lors des entretiens que nous avons avec nos collègues de la Sapienza, et puis chaque fois il se libérait et vous nous dire quelques mots qui souvent étaient des pistes de réflexion. Mais à vrai dire, il était bien plus que cela. Alors s'il faut être bref, il a reçu 3 fois des mélanges. 3 fois des mélanges de la part de contributeurs différents, qui chaque fois soulignaient un aspect particulier de son talent. C'est que, en effet, il était avant tout un professeur de droit civil. Il y tenait. Parce que le droit civil, à ses yeux, était le facteur qui permet la systématisation du droit privé qui est exposé aux turbulences de l'évolution sociale. Or, cette systématisation occupe une place fort importante dans son esprit parce qu'elle est un facteur de cohérence autant que faire se peut, et donc de prévisibilité de la solution. Il était aussi un comparatiste, et cela aussi, il y tenait beaucoup. Mais son droit comparé n'était pas celui de la juxtaposition de solutions. Son droit comparé était celui de l'explication des raisonnements qui permettent de dégager la solution. Car selon lui, pour rapprocher des solutions, il faut d'abord, autant que faire se peut, rapprocher les raisonnements qui conduisent à ces solutions. Et pour y accéder, il faut passer par l'histoire. Il faut passer par l'histoire de la société étudiée, et on accède à l'histoire de la société étudiée qu'en maîtrisant sa langue. De sorte qu'il sera très sévère à l'égard de toutes ces constructions, théories abstraites du droit comparé, parce qu'à ses yeux, elles sont vaines, et elles sont vaines dans la seule mesure où elles ne permettent pas d'éprouver la construction à la réalité sociale. C'est l'application concrète de la règle qui lui donne sa pleine signification, et tout simplement parce que, à ses yeux, c'est l'application concrète de la règle qui révèle l'état d'une société à un moment donné. Telle était sa conviction, et on comprend alors quelle a été sa contribution dans les sociétés savantes, qui s'efforçaient, et s'efforcent aujourd'hui encore, de construire un droit européen, des contrats peut-être, du droit privé peut-être. Il y était attaché. Il était aussi un avocat. Alors quel avocat? Il était recherché, vous pensez bien, il était redouté par son talent, mais surtout, pour ce qui nous concerne, il était un avocat qui couvrait tout ce que nous pourrions appeler, d'une manière générale, le droit des affaires. Il intervenait sur le droit des investissements. Il intervenait sur le droit de la bourse. Il intervenait sur le droit bancaire. Il était membre de conseils d'administration vigilants et sévères de banques. Donc, il avait un spectre extrêmement large, spectre sur lequel il va publier chaque fois, au point qu'on aurait pu croire qu'il était un esprit dispersé, ce qui n'est pas le cas. Sa longue bibliographie
vous lui avez rendu hommage sur le site de l'Institut de droit comparé d'Oxford, par exemple, tient en plusieurs pages. Et lui-même donnera les clés, il n'y a pas si longtemps que cela, les clés de tous ces centres de préoccupation. C'est que, à vrai dire, dans un ouvrage, je le dis en titre en français, La solidarité, principe normatif. Dans cet ouvrage, il va expliquer ce qui est, selon lui, la solidarité, et il dira pourquoi, selon lui, elle doit être le principe normatif. Et, comme on va le voir, elle explique tout rétrospectivement. Sa solidarité, ce n'est pas la générosité sporadique. Sa solidarité n'est pas celle du droit civil, de l'obligation au tout. Sa solidarité, c'est l'amour de l'autre. Et son amour de l'autre, c'est certainement ce que la philosophie pourrait appeler la philia, et probablement, au regard de ce qu'étaient ses convictions intimes, son agapé. Et c'est au titre de cet amour de l'autre qu'on va comprendre rétrospectivement tout l'investissement qui a été le sien dans le droit de la consommation. Il s'est passionné pour le droit de la consommation parce qu'à ses yeux, le consommateur est vulnérable, il est la victime de la brutalité du marché. Et lui, qui s'occupe des plus faibles, comprendra que l'on puisse, dans le contrat, occuper une position de force. Ça ne le choque pas. Ce qui doit être sanctionné, c'est l'utilisation illégitime d'une position qui pourrait être légitime. Et dès lors, il va défendre tous les mécanismes juridiques qui pourraient, effectivement, exprimer l'abus au détriment du plus faible. Il va donc multiplier des interventions dans ces domaines, et pour ne pas abuser de votre patience, il va construire tout un système juridique de protection de la personne malade. Il va s'intéresser aux malades, dans lequel il y aura une part pour la responsabilité médicale, mais ce n'est qu'une part. Et tout ceci sera consacré par le Parlement italien. La loi porte le nom du rapporteur, Gelli, mais les Italiens la dénomment Gelli Alpa. C'est cela qui est le fil conducteur de son œuvre, et comme c'était un esprit cohérent, l'avocat qu'il était savait que la règle de droit ne présente aucun intérêt si on ne peut pas accéder au juge. Et alors, il rêvait d'une simplification de la procédure civile italienne. Chacun sait que c'est une espèce d'Everest de complexité, et Guido Alpa, chaque fois que l'occasion lui en donnait, apportait sa contribution à cette simplification, mais c'était un des regrets qui était le sien, qu'il soit si difficile de simplifier la procédure. Alors il nous laisse tous ces chantiers ouverts. Ils sont tous ouverts. Il aurait tant voulu que l'on puisse incorporer le droit de la consommation dans le droit civil, mais lui-même, et il l'a écrit en français, parce qu'il étudiait la consommation à la française, il estimait qu'il était impossible de fusionner dans un même code la consommation et la règle de droit civil, au motif qu'elles procèdent de logiques différentes, de logiques intrinsèques différentes. Mais néanmoins, il aurait voulu que l'on poursuive la recherche. Donc tous ces chantiers sont ouverts, tous. Et donc chacun comprendra combien notre université se grandit de sa présence parmi nous aujourd'hui et de la vôtre, bien évidemment, chers collègues. Je vous remercie. Alors c'est Madame Vignolo, la nièce de notre collègue Guido Alpa, qui va recevoir les insignes. L'épitoge, bien sûr. La médaille également. Et le diplôme. Voilà. Merci beaucoup, Madame. Merci beaucoup. Merci beaucoup.
Et j'invite maintenant notre collègue et amie Laura Moscati à prendre la parole. C'est avec une grande émotion que je prends la parole en cette cérémonie solennelle pour prononcer un bref discours, également au nom de sa famille, en hommage à Guido Alpa, disparu peu après avoir appris la nouvelle du prestigieux titre que lui avait été décerné. Je tiens à remercier publiquement Monsieur le Président Stéphane Braconnier de m'avoir fait l'honneur de rappeler la mémoire d'un juriste qui a illuminé la science juridique nationale et internationale. Maître Valeria Vignolo, qui représente avec sa mère aujourd'hui sa famille, m'a confié qu'Alpa, en lui annonçant la nouvelle, avait exprimé le souhait de les avoir à ses côtés en cette occasion, et je suis donc profondément reconnaissante de leur présence. Je suis également reconnaissante à Marcos Mauricio Cordoba, éminent collègue de l'Université de Buenos Aires, venu spécialement avec Madame Inès depuis l'Argentine pour l'amitié fraternelle qui les liait à Guido Alpa, et qui, selon Alpa, constitue les liens entre la culture juridique argentine et la culture juridique italienne. Comme l'a souligné avec finesse Alain Gauzy, Alpa fut un maître incontesté du droit civil italien et européen. Ne pouvant rien ajouter à ce titre, si bien évoqué, je me limiterai à esquisser quelques chemins de sa pensée, particulièrement en lien avec la science juridique française et votre prestigieuse université. Dans l'immense production scientifique et l'engagement institutionnel de Guido Alpa, l'intérêt pour le monde juridique français occupe une place importante, non seulement dans les choix des sujets, mais également dans les lieux de publication, car il figure dans les principales revues françaises. À cela s'ajoute au cours de la dernière décennie son rôle constant dans les cours d'introduction au droit italien, pour le double diplôme franco-italien, les rencontres annuelles entre nos facultés, ainsi qu'une activité scientifique particulièrement intense. En 2015, apparut la réédition française du projet franco-italien des obligations et des contrats de 1927, dans la collection Les Introuvables de cette université, avec une préface de Leit et une introduction de Alpa, en concomitance non fortuite avec la publication de l'avant-projet de 2015 et la promulgation de l'ordonnance sur les droits des contrats de 2016. Alpa l'a immédiatement analysé pour l'importance qu'elle revêt dans les droits italiens et européens. Il s'agissait d'un moment fondamental pour la révision du livre 3 du Code civil, jusque-là jamais modifié. Ainsi, il a souhaité organiser à la Sapienza des rencontres d'études sur l'avant-projet et sur l'ordonnance en 2015 et en 2016, invitant les plus éminents spécialistes du droit français privé de cette faculté. Parmi les travaux préparatoires de l'ordonnance se distingue l'avant-projet catalan de 2005, réalisé par cette faculté, dont Alpa promeut la traduction italienne en 2010, sous la direction de Giovanni Battista Ferri et Paolo Spada. Il convient de souligner l'ajout d'un commentaire étendu, notamment pour sa perspective comparatiste, à la lumière des différents projets d'harmonisation européenne et surtout des principes de droit européen des contrats et des principes unidroits. Cet intérêt spécifique s'inscrit dans une réflexion plus vaste sur la valeur de la codification nationale européenne et sur les entreprises transnationales, plusieurs fois approfondie dans divers colloques,
L'attention se porte sur les Draft Common Frame of Reference et plus récemment sur les European Business Code, analysés lors d'une rencontre d'études à la Sapienza à laquelle ont participé Emmanuel Chevreau et France Drummond. Ces initiatives trouvent un fondement spécifique dans le projet franco-italien qui, bien que n'ayant pas donné lieu à une suite législative, a rencontré le succès dans les années suivantes. En 2007, le projet a été réédité avec clairvoyance par Alpa, accompagné d'un vaste matériel scientifique car il représente un héritage important pour la vie juridique des deux pays. En Italie, le projet fut rapidement abandonné, car l'État avait changé promptement et surtout le contexte politique était alors marqué par la forme la plus autoritaire du régime. En France, en revanche, le projet continue de susciter réflexion doctrinale et attention jurisprudentielle. Hors de ces deux pays, il a servi de modèle de nombreux codes, albanais, polonais, roumain, grec, libanais. Sa postérité se manifeste par l'influence exercée après la guerre, lorsque le juriste italien Mario Rotondi aurait souhaité l'utiliser pour harmoniser les droits des obligations et des contrats en Europe. Récemment, Alpa s'est penché sur l'identité, les valeurs et les droits de la personne, ainsi que sur leur protection dans des ouvrages. Il diritto di essere se stessi 2021, recensé dans la revue d'Assas, le French Journal of Legal Policy, et la solidariété, un principe normatif 2023, rappelé par Alain Gauzy. Alpa considère la solidarité comme une notion polysémique et retrace son parcours à travers une analyse historique et comparative qui domine sa pensée. En particulier, l'expérience française est qualifiée par lui extraordinairement importante, riche et significative, constituant un modèle pour l'Europe continentale et déterminant sa fortune. Il a justement consacré un discours spécifique au monde francophone, où solidarité et fraternité sont parfois associées, malgré des intentions différentes, mises en lumière pour mieux comprendre le monde contemporain dans lequel le binôme solidarité-fraternité est analysé comme une histoire d'affirmation, de déclin et de renaissance. Alpa soulignait également la maturité de la France dans ces domaines d'études, particulièrement en droit public, comme en témoignent les travaux de Michel Borgetto, qui a contribué à diffuser une riche littérature récemment traduite en italien. Mais il faisait également référence aux analyses françaises visant à mettre en évidence les rapports avec le droit de l'Union européenne et à explorer historiquement la notion de solidarité au cours des siècles dans les rapports entre individus et sociétés. Un autre sujet d'intérêt commun avec la science juridique française est sa dernière monographie sur la responsabilità civile nel diritto comparato 2024. Pour Alpa, la responsabilité civile constitue un laboratoire privilégié pour la comparaison, en raison de l'apport de la jurisprudence et de la valeur du message historique, comme le montre son intérêt particulier pour la réforme du droit français. Dans sa reconstruction, à travers une comparaison des tests et une circulation del modèle, il a identifié diverses matrices de l'institution, reconnaissant en l'interprète un rôle significatif à l'herméneutique une fonction essentielle. Je souhaiterais conclure mon intervention en évoquant les cours du double diplôme avec votre université et ceux de la European Law School que nous avons partagé pendant de nombreuses années et que je garderai parmi mes souvenirs les plus chers. Alpa a toujours manifesté une grande attention envers les étudiants, à leur formation, à leur avenir, ainsi qu'à la transmission des valeurs et des principes du droit. Ces droits civils, érigés en nouvelle catégorie des droits de la personne après les droits politiques et sociaux,
écrit Alpa, ont constitué un élément central de son engagement scientifique et civil. En retraçant le parcours de discrimination et de souffrance, Alpa voulait faire comprendre aux étudiants les chemins ardus qui conduit à l'affirmation de la dignité de la personne et des droits fondamentaux, à partir de l'égalité dans les pays qui les a proclamés pour la première fois. Je vous remercie.